Christian Audouin, vous êtes l'un des 12 porte-parole nationaux de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise pour l'élection présidentielle. Et vous êtes plus particulièrement chargé des questions autour de l'aménagement du territoire et de la ruralité. Dans ce domaine de l'aménagement du territoire, qu'est-ce que vous mettez particulièrement en avant? Alors, changer, réorienter l'avenir des territoires ruraux est pour nous, et dans la cohérence du programme de Jean-Luc Mélenchon, l'une des urgences sociales et démocratiques. Parce que ces espaces ruraux sont des lieux d'histoire, de savoir-faire, avec un type de rapports sociaux tout à fait particulier, dont il faut protéger la teneur, pas par nostalgie, mais parce que ces valeurs-là ont de l'avenir dans une société qui se cherche, qui a besoin de cohésion, qui a besoin d'esprit républicain. Voilà. On a là un gisement dans ces territoires tout à fait probant. Bon. Mais évidemment, il ne s'agit pas de proclamer ces choses-là. Il faut mettre en place des politiques qui fassent rupture avec tout ce qui a conduit ces territoires à leur perte. Voilà. Et en premier lieu, et ça rejoint l'un des axes essentiels du programme général, nous avons besoin de rompre avec et les logiques et les directives de la communauté européenne actuelle, qui est évidemment une instance de promotion, de défense du libéralisme, du libre-échange, de la casse des services publics, enfin bon, une des instances. Alors nous proposons de nous y attaquer pour la transformer. Alors, parmi les mesures que vous préconisez, donc vous dites notamment l'abrogation de la loi NOTRe, et vous parlez du retour au territoire de la commune comme territoire de référence de proximité pour les décisions citoyennes. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Encore une phrase sur le lien avec l'Europe. Pourquoi je fais ce détour? Je pense aux services publics en particulier. Voilà. Les directives européennes et leur application par les directions des États conduisent de manière organisée, systématique, à la privatisation et à la disparition des services publics dans tous les domaines. Or, les territoires ruraux ont besoin des moyens de l'égalité, et l'égalité citoyenne est impossible à promouvoir sans l'outil entre les mains de l'État et des différents décideurs que sont les services publics, santé, école, transport, etc. Tout à fait essentiel. Mais ces territoires sont englués aujourd'hui dans un processus institutionnel qui éloigne les citoyens des centres de décision politiques, économiques. La réforme, le volet 3 de la réforme des institutions est absolument catastrophique. La création de ces immenses régions qui ne correspondent à rien, sinon à un calcul politicien, une répartition entre les tenants du pouvoir de ces leviers-là, mais au plan de la vie des gens, au plan de l'organisation des pouvoirs républicains, ça ne correspond à rien. C'est même antinomique avec la proximité et le respect des principes fondamentaux de la République. Voilà, on éloigne, on met des centres de décision très très loin qui échappent à la surveillance des citoyens. Il faut rompre avec tout ça et revenir au terrain. C'est la raison pour laquelle, dans notre programme, nous proposons, c'est un de nos engagements majeurs, d'abroger la loi NOTRe. C'est-à-dire de remettre à plat, de remettre sur la table des discussions publiques l'organisation de la coopération entre les communes, les compétences dévolues aux départements et le découpage actuel des régions et le transfert énorme de compétences dont elles ont bénéficié. Au centre, on veut remettre la commune. Et quand on dit on veut remettre la commune au cœur du dispositif institutionnel, ça veut dire quoi concrètement? C'est les gens, la vie des gens, au cœur. Voilà, que les communes puissent continuer à écouter, les communes, les municipalités, les maires, à entendre, à répondre, à proposer, pour que, c'est ça le socle de notre République française. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on est contre la coopération entre les communes, mais on est contre ces regroupements forcés. Hein. Ici, on a évoqué tout à l'heure dans cette réunion la communauté de communes de Tarbes-Lourdes, cet immense espace où les maires locaux ne retrouvent pas leur compte, où la voix de chacun ne compte plus, où c'est les grands décideurs qui imposent les orientations et les décisions. Il faut arrêter avec ça.
Il faut remettre les choses à dimension humaine, à dimension démocratique. Et c'est en effet, pour l'avenir des territoires ruraux, un des principes sur lesquels sera fondée notre action si nous parvenons à la direction des affaires du pays. Alors la ruralité, évidemment concernée de prime abord par toutes les questions autour de l'agriculture aujourd'hui. Quelles sont les propositions que vous faites en termes d'agriculture? Est-ce que notamment vous comptez rompre avec la logique productiviste qui est un peu dominante actuellement et valoriser tout ce qui est de l'ordre de l'agriculture biologique, des circuits courts, peut-être de choses qui soient plus respectueuses de l'environnement, des sols, de la consommation de l'eau? Oui, l'agriculture est pour nous un grand enjeu. Effectivement, il y a urgence pour des raisons sanitaires, écologiques, de qualité des produits pour la nourriture humaine. Il est urgent de rompre avec le productivisme, avec la concentration des surfaces, avec l'utilisation massive des pesticides et autres produits tout à fait nocifs pour la santé des femmes, des hommes et de l'environnement. Il faut changer complètement de cap et nous voulons orienter résolument l'agriculture vers la diversification des activités, vers une maîtrise collective du foncier pour le mettre à la disposition justement de la diversification des activités agricoles, rompre avec les monoproductions, comme le maïs ici chez vous, qui deviennent une hérésie pour des tas de raisons. Voilà. Et organiser à partir de cette agriculture paysanne, en investissant là-dedans de la connaissance, en installant des jeunes agriculteurs qui ont envie de faire cette profession. Il y en a plein en France. Mais il faut qu'on leur ouvre la porte et qu'on les accompagne dans de bonnes conditions. Donc il faut que nous ayons des politiques publiques qui permettent d'organiser les circuits courts. Par exemple, nous proposons que les cantines scolaires et les établissements publics s'approvisionnent systématiquement auprès des producteurs locaux et en bénéficiant des produits de qualité et de plus en plus biologiques au fur et à mesure que nous parviendrons à mettre en place ce processus de reconversion. Voilà, c'est absolument... Et alors la maîtrise du foncier, c'est décisif, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut une réforme agraire, quoi, qui ne sera pas la réforme qu'on a connue à l'époque du socialisme étatique et autoritaire. C'est pas du tout de ça dont on parle. Mais il faut une réforme agraire parce qu'il faut que la terre échappe à la rente dont profitent un certain nombre de gros agrariens et de gros propriétaires d'ailleurs extérieurs à l'agriculture elle-même, qui misent sur le foncier. Il faut relibérer tout cela, recomposer, et il faut en discuter, il faut mettre au point, il faut que la loi, à l'issue du débat, permette l'application de ces nouvelles règles. Et partant de là, nous aurons une France qui sera protégée dans ses meilleures traditions, dans ses paysages, dans son attractivité, y compris touristique, c'est important, c'est une des dimensions de l'économie. Une France plus égalitaire et profitant beaucoup mieux de ce qui fait sa richesse. L'une des questions qui traverse la ruralité aujourd'hui, c'est celle de la gestion des ressources collectives, et en particulier une ressource aujourd'hui qui est menacée, qui est celle de l'eau. De plus en plus est confiée à des régies privées, voire à des sociétés comme Veolia. Qu'est-ce que vous comptez faire face à cette situation-là ? Pour l'eau, c'est un des enjeux considérables qui concerne là, très directement l'intérêt général humain. Il faut mettre la ressource en eau à l'écart de la marchandisation et entre les mains des citoyens eux-mêmes par l'intermédiaire des élus de proximité qui se donnent et qui se donneront. Nous voulons constituer ce que nous appelons un pôle public de l'eau à l'échelle du pays, c'est-à-dire permettant la pleine responsabilité de l'État, de l'Assemblée nationale sur ces questions, permettant de dégager des budgets affectés à tout cela. Et nous voulons favoriser donc la gestion de la ressource, de sa protection, de sa distribution de la ressource en eau. Nous voulons créer toutes les conditions pour que cette gestion soit assurée par des régies publiques locales, avec de la coopération naturellement, parce qu'on ne peut pas gérer tout seul dans un commune forcément ces questions, mais nous voulons éjecter Veolia et les pilleurs à la fois de la ressource en eau et des ressources des contribuables et des usagers.
nous voulons les écarter et nous voulons substituer à cette logique du profit sur une richesse naturelle la logique de l'intérêt général et la logique d'une gestion partagée, à la fois impliquant les élus, les compétences techniques, naturellement il en faut, et les usagers. Un autre sujet qui préoccupe beaucoup actuellement les habitants du bassin de l'Adour, ce sont les sondages qui sont prévus pour mettre en place peut-être l'exploitation du gaz de schiste, notamment sur un territoire à cheval entre le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Quel regard vous portez sur ces projets liés au gaz de schiste et quelles alternatives proposez-vous en termes d'énergie pour demain? Alors nous sommes contre, résolument contre, et d'ores et déjà engagés dans les actions associatives sur le terrain pour bloquer les autorisations de forage et d'exploitation. Bon, ici, vous avez des réunions qui se tiennent en ce moment. Mes amis de la France Insoumise sont totalement impliqués au travers de l'ensemble des citoyens qui sont vent debout à leur côté contre cette forme de pillage, de déstabilisation très dangereuse de nos sols et de nos sous-sols, et avec l'injection de matières, de produits tout à fait nocifs. Et il faut stopper. Si nous sommes au gouvernement, ça mettra 48 heures, le temps de rédiger le décret pour tout arrêter, c'est clair. Alors, ce qui nous conduit évidemment à la question du renouvellement des énergies. L'abandon des énergies fossiles, c'est dans le programme. L'abandon du nucléaire, évidemment, c'est un engagement totalement ferme et structuré dans le temps, y compris avec la façon dont on gère la nécessaire démolition des centrales au fur et à mesure que, etc. Et donc réinvestir dans la diversification énergétique avec tout ce dont nous disposons. L'eau, l'air, le vent, le sous-sol en matière de géothermie par exemple. Tout assembler, ces moyens, ces atouts, ces ressources, mettre la mer, qui est un gisement considérable, y compris pour les éoliennes, mais l'énergie marémotrice, etc. Il y a tout un ensemble de leviers à notre disposition, très créateurs d'emplois, qui font tous appel, cette reconversion énergétique, font tous appel à des salariés, des travailleurs hautement qualifiés, avec des ingénieurs tout à fait spécialisés sur ces questions. Donc c'est vraiment une autre façon de voir l'avenir, de voir le rapport de l'homme à la nature, on est bien d'accord. Voilà. Donc c'est disponible, il faut s'engager résolument dans cette planification écologique, il faut appliquer la règle verte que nous voulons inscrire dans la Constitution française, c'est-à-dire qu'on ne prélève pas dans la nature ce qu'elle n'est pas capable de renouveler. Voilà. Et on arrête le recours à, c'est l'exemple du nucléaire, à des dangers qu'il faut arrêter d'assumer. Voilà. Donc, dernière chose, sur ce registre-là, les territoires ruraux, nous l'avons inscrit noir sur blanc dans notre programme également, doivent devenir des espaces pilotes en matière d'indépendance, d'autonomie énergétique, ce qui renvoie à l'utilisation de la diversité des moyens disponibles, mais aller vers une localisation de la production et de la maîtrise de la consommation des énergies et penser à l'échelle d'un territoire, ce qui exige que tous les citoyens, tous les acteurs de la vie locale soient complices de bonne manière pour faire en sorte que nous soyons exemplaires, vitrines, et en mesure d'accueillir les services et les emplois correspondant à cette ambition. Dernière question, Christian Audouin. On entend beaucoup dans les médias actuellement un discours qui nous dit que la présidentielle est déjà jouée avec un deuxième tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous qui circulez un petit peu partout en France, certainement pour rencontrer des personnes dans des meetings comme ce soir à la Loubert, est-ce que vous avez le sentiment qu'une partie de la France qui notamment s'abstient de voter a envie de se mobiliser autour d'un programme comme celui de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même assez atypique par rapport aux autres programmes défendus par les candidats sondés le plus souvent? Ouais, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est le seul qui tient la route, quoi. Parce qu'il est rédigé, construit, avec beaucoup de cohérence, et avec des réponses, y compris en matière de chiffrage,
à la disposition des citoyens pour forger leur propre opinion. Voilà. C'est un programme de rassemblement et rien n'est joué, effectivement, dans cette élection. Elle est caractérisée quand même par un degré de manipulation par les grands médias de l'opinion publique, jamais atteint. Dans le passé contemporain, jamais atteint. L'idée que tout est joué, que à nouveau, il faudrait avoir recours à je ne sais quel vote utile pour faire barrage à Marine Le Pen, il y a vraiment un martelage des esprits dans ce sens qui vise à dénaturer, à dévoyer la libre expression du suffrage universel. Bien entendu que le FN est un danger, évidemment. Il vient de toutes les politiques qu'on vient de subir, les abandons et les abandons commis par Hollande et par sa majorité socialiste portent une responsabilité considérable dans cette affaire. Parce que Le Pen, l'extrême droite, se nourrissent des désillusions, des découragements, de la colère, de la marginalisation, et à la campagne, c'est fort, du sentiment de relégation et de l'absence d'écoute que les gens subissent, quoi. Donc Le Pen, c'est ça. C'est le racisme, la xénophobie, la haine et l'exploitation de la misère des gens. Donc c'est très dangereux. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut changer de politique. Bon. Et là, en l'occurrence, pour cette élection, on nous bourre le mou parce que tout est ouvert. Il y a 50% des gens, et c'est confirmé par plusieurs sondages, les sondages sont également manipulés, mais il faut regarder de manière tendancielle ce qu'ils expriment parfois. Et en l'occurrence, là, il semble qu'ils expriment une réalité tout à fait probante, à savoir que 50% des inscrits et de ceux et de celles qui se préparent à voter n'ont pas d'opinion. En tout cas, n'ont pas arrêté leur vote. D'accord ? Et donc, ça laisse un espace, évidemment. Alors, il y a eux, puis il y a tous ceux qui s'abstiennent. Et qu'il faut aller convaincre de ne pas laisser leur sort entre les mains de ceux qui leur veulent du mal, quoi. Et faire découvrir quelle est notre politique, notre opposition, comment on va s'y prendre, etc., etc., etc. Mobiliser tous ces gens, ça fait partie des grands devoirs de celles et de ceux qui sont engagés dans la France insoumise au cours des tout prochains jours et des toutes prochaines semaines. Rien n'est joué et notre ambition, c'est d'être au deuxième tour. C'est d'être au deuxième tour.